doute le plus âgé dans cette salle, il me revient le plaisir et l'honneur de commencer ce séminaire de cette journée. Je crois que pour le faire, il faut se reporter à la situation de l'année 1968. En effet, l'université, à cette date-là, était complètement engorgée. Un afflux considérable d'étudiants, des structures qui n'avaient pas changé, c'est-à-dire une Sorbonne avec une faculté des lettres qui débordait de partout, premier cycle, licence, maîtrise, étant rassemblés, bien sûr, dans la vieille Sorbonne. Vous savez que cette situation, qui aurait nécessité la nomination d'un certain nombre d'enseignants supplémentaires, mais cela n'était pas réalisé, cette situation a déclenché les événements de avril-mai 1968. La Sorbonne a d'abord été complètement paralysée, occupée par les étudiants, et puis la police est intervenue pour faire évacuer ces locaux. Et si je peux me permettre une anecdote personnelle, j'ai soutenu en mai, le 13 mai 1968, ma thèse de troisième cycle dans une université qui était vide, complètement vide, avec pour seule présence le jury de ma thèse, c'est-à-dire Paul Lemerle, Jacques Herse et Michel Mola. Mais le plus important, c'était que l'appariteur soit présent avec le registre sur lequel, évidemment, a figuré ma soutenance de thèse de troisième cycle. Naturellement, il n'y a pas eu d'examen en juin et la rentrée de septembre 1968 a été organisée dans un certain désordre, si je puis dire, puisque nous étions invités à faire passer les euros à Censier avec un nombre considérable d'étudiants. Il faut dire que André Vaucher et moi-même, en sortant de l'École française de Rome, avions été nommés assistants dès le mois de juin 1968. C'est dans ces conditions que nous avons fait passer les euros à Censier. Vous imaginez un petit peu la situation. 3 ans de recherche sur un thème évidemment extrêmement spécialisé et l'obligation, pour ne jamais les avoir enseignés, de faire passer des examens sur des thèmes qui ne nous étaient pas extrêmement familiers. Donc en septembre 68, quelle est la situation exacte? Eh bien, il y a un département d'histoire dont le directeur est Édouard Perroy, qui a des problèmes de santé, mais enfin qui se maintient. Et sur place, en septembre 68, quelques assistants et maîtres assistants, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont exacts, Guy Bois, Gilbert Dagron, Jean-Claude Hoquet, Robert Delors, Michel Rouche et François Autran. Robert Delors passera rapidement chargé d'enseignement, ce qui le situe déjà plus ou moins au niveau professoral. Donc, la rentrée se fait, et vous le savez fort bien, c'est une loi fondamentale qui va essayer de réorganiser l'université. Cette loi, c'est la loi Edgar Faure d'orientation de l'enseignement supérieur, c'est son titre, qui date du 12 novembre
1968. Et c'est en fonction de cette loi que va s'organiser, si vous voulez, une UR d'histoire, mais entendons-nous bien, une UR d'histoire à l'échelle de toute la Sorbonne. Et c'est Hélène Arveler qui en prend la direction. De cette époque date une multitude de réunions d'UR, et je n'ai pas obtenu dans les archives que j'ai pu consulter grâce à mon ami Alain Demurger, je n'ai pas pu obtenir, si vous voulez, le contenu de ces différentes réunions d'UR préparatoires. J'en arrive à l'année 68-69. Donc, en fonction de la loi Edgar Faure, au cours du premier trimestre 1969, on va élire un conseil transitoire de l'université. Ce conseil transitoire de l'université comprend 3 professeurs, collège A, et 3 assistants ou maîtres assistants, collège B, c'est-à-dire Hélène Arveler, Édouard Perroy, Van Effenter, Philippe Bernard, Guy Bois et Luce Pietri. Donc, ces 6 représentants participent, disons, à la vie de l'ensemble de l'UR d'histoire de la Sorbonne. Le 14 mai 1969, cette UR d'histoire se réunit et sont élus, si vous voulez, comme représentants du conseil de l'UR d'histoire, Hélène Arveler, messieurs Follen, Garelli, Girard, Mola, Mounier, Perroy et Soboul. Donc vous voyez qu'il y a à l'intérieur de cette UR d'histoire des professeurs qui seront plus tard professeurs à Paris 1 et d'autres qui seront plus tard professeurs à Paris 4. C'est au cours de cette réunion de l'UR que l'on commence à discuter du rapport de M. Garelli sur les statuts. J'aime mieux vous dire que la discussion fut particulièrement longue parce que chacun apportait des amendements et la plupart de ces amendements ont été rejetés. Une semaine plus tard, le 21 mai 1969, se met en place un conseil paritaire, c'est-à-dire qui comprend le même nombre de membres du collège A et de membres du collège B, et ensuite le nombre d'étudiants correspondant à celui des enseignants. Ce conseil paritaire comprend Hélène Arveler, messieurs Deschamps, Follen, Garelli, Girard, Mola, Mounier, Perroy et Soboul, plus 9 assistants, 2 chercheurs, 18 étudiants et 2 membres du personnel administratif. Ce conseil paritaire désigne 13 délégués qui sont envoyés au conseil de gestion de la Sorbonne, toujours, bien sûr, unifiés. Les statuts sont finalement adoptés et ces statuts comportent 40 membres élus pour un mandat d'1 année et un directeur élu pour 3 ans, c'est-à-dire Hélène Arveler. À ce conseil est adjoint un conseil scientifique qui détermine les besoins de la recherche et la répartition des crédits. En même temps, ce conseil élabore un règlement intérieur.
Nous sommes alors, je le répète, le 21 mai 1969. Nouvelle réunion le 31 mai. C'était vraiment de la réunionnite. Chaque semaine, pratiquement, il y avait une réunion de ce Conseil du Haye. Le 31 mai sont adoptées plutôt les chartes des libertés politiques, syndicales, culturelles et religieuses. Et se met en place un organe de coordination pour les études par degré, c'est-à-dire une commission qui s'occupera de l'initiation, ce que l'on appelle le premier cycle aujourd'hui, une autre commission qui s'occupera du degré approfondi, c'est-à-dire de la licence, et une commission qui s'occupera du dernier degré, c'est-à-dire maîtrise et doctorat. Le personnel, à cette date, mai 1969, comprend 29 professeurs pour l'ensemble toujours de la Sorbonne, et parmi ces 29 professeurs, il y a 7 médiévistes, c'est-à-dire Hélène Arveller, Boutruche, Cahen, Guenet, Mola, Perroy et Toubert, qui est devenu chargé d'enseignement, alors que quand je suis arrivé à la Sorbonne, il était maître assistant. Pendant cette année 1969, 68-69, on nomme à tour de bras de nouveaux assistants. Alors j'évoque, par exemple, en novembre 68, la nomination d'Alain de Murger et de Forner, qui a disparu dans des conditions dramatiques. Puis, au mois de mars, ont été nommés Élisabeth Mornay, ici présente, et Françoise Guillaumin, plus tard Michaud, bien sûr, par son mariage, et une nouvelle vague importante de 6 assistants est nommée en juin 1969. Je n'ai pas la liste tout à fait complète, mais peut-être que Alain pourra la compléter. Il y a parmi eux Benoît. Tu as les noms? Oui, Benoît, Kaplan, Gauvard. Je vois, moi, Jean-Marie Martin, comme maître assistant venu d'Orléans. Je pense qu'il y a Musy, Jean Musy, et puis un 6e que je ne sais pas qui c'est. Mais moi, j'en vois 6. J'ai le souvenir de 6. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas les... C'était 6 nouveaux. De telle sorte, si vous voulez, que le nombre d'assistants et de maîtres assistants grossit considérablement au cours de l'année 68-69. Alors, pardon. Il y a le cas de Jean-Philippe Genet qui me pose toujours problème parce qu'il apparaît toujours, mais il n'est pas assistant ni maître assistant, il est chercheur au CNRS et à ce titre, il va siéger dans les conseils. Absolument. Absolument. Bon, donc cette structure d'univers d'histoire commune à l'ensemble de la Sorbonne est mise en place, si vous voulez, à la rentrée de septembre 1969. Je passe donc à la deuxième partie qui concerne l'année 1969-1970.